Après avoir aidé un vieil homme perdu et confus, un jeune homme perd son emploi, mais ensuite un hélicoptère atterrit près de sa maison. Le soleil était brûlant et il était déjà passé midi. Nicolas était courbé sur la terre, la sueur coulant sur son visage alors qu'il enlevait les mauvaises herbes du petit bout de terrain que ses parents possédaient. La chaleur était oppressante, et chaque mouvement semblait lui vider ses forces, mais il n'avait pas le choix. Le jeune homme de seulement 20 ans travaillait 7 jours sur 7, car il était le seul soutien de la maison. Son père, âgé de 60 ans, était assis sur la véranda, observant son fils avec un mélange de fierté et de tristesse. Des années auparavant, il était responsable de cette terre, mais un accident de travail l'avait rendu invalide. Il se souvenait encore vivement du jour où son corps a cédé, lorsqu'une défaillance de la structure du bâtiment sur lequel il travaillait l'a fait tomber d'une hauteur considérable. Depuis lors, son dos n'a jamais été le même. La douleur chronique était sa compagne constante, et tout mouvement brusque le laissait alité pendant des jours. Luttant pour cacher son ressentiment et sa frustration, le père de Nicolas avait engagé une bataille judiciaire pour obtenir une retraite pour invalidité. Cependant, le système semblait l'avoir oublié. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait présenté sa demande, mais les réponses venaient toujours avec des excuses ou la nécessité de fournir plus de documents. À chaque lettre reçue, l'espoir diminuait. Il ne savait plus quoi faire. Il se sentait comme un fardeau pour la famille, bien que Nicolas ne se soit jamais plaint, le père savait combien le travail de la terre était difficile et mal rémunéré. Nicolas, pour sa part, essayait de ne pas trop penser à l'avenir incertain. Il se concentrait sur le travail manuel, sur la routine quotidienne qui commençait avant l'aube et ne se terminait que lorsque le soleil se couchait. Bien qu'il soit épuisé, il y avait quelque chose dans le travail de la terre qui le connectait à la mémoire de jours meilleurs, quand son père pouvait encore diriger le travail. Chaque plante qui poussait, chaque fruit qui mûrissait était une petite victoire, un rappel que, malgré tout, il était toujours là, à résister. Alors qu'il labourait la terre, il pensait à sa mère, qui était à l'intérieur de la maison, probablement en train de préparer le déjeuner avec le peu qu'ils avaient. Elle restait toujours occupée, faisant tout son possible pour que la maison soit en ordre et que la nourriture soit sur la table. C'était une femme forte. Mais Nicolas savait que le poids de la situation reposait aussi sur elle. Souvent, elle se levait au milieu d'eux la nuit pour aider à la ferme ou pour s'occuper du père de Nicolas, qui avait des nuits de plus en plus difficiles à cause de la douleur. Malgré les difficultés, Nicolas ne cessait de rêver. Il voulait plus pour sa famille, il voulait leur offrir une vie meilleure, une vie où son père n'aurait plus à se soucier de sa retraite et où sa mère n'aurait plus à raccommoder les mêmes vêtements encore et encore. Il rêvait de voir cette terre fleurir, d'un avenir où il pourrait peut-être investir dans de meilleurs équipements, cultiver davantage et, pourquoi pas, vendre ses produits en ville. Mais ses rêves étaient lointains. Dans le présent, tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à lutter. Jour après jour, sous le soleil brûlant, jusqu'à ce que la justice reconnaisse enfin le droit de son père. Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de changer leur réalité. Même quand la fatigue prenait le dessus. Nicolas refusait d'abandonner. Il savait que s'il s'arrêtait, toute la famille s'effondrerait. Et cela, il ne pouvait pas le permettre. La mère de Nicolas, Clara, était une femme d'âge moyen, aux traits marqués par le temps et le travail acharné. Bien qu'elle fût quelques années plus jeune que son mari, sa santé était sérieusement affaiblie. Les signes d'usure physique et mentale se manifestaient dans chacun de ses mouvements, dans les rides profondes qui se formaient sur son front, et dans la fatigue constante qui ne semblait jamais la quitter. Pendant une grande partie de sa vie, Clara avait travaillé dans une usine de la ville voisine. Cette usine était le cœur de l'économie locale, employant des centaines de personnes, dont Clara, qui avait commencé à y travailler alors qu'elle était encore jeune. Elle se souvenait de ses débuts, lorsque cela lui paraissait être une bonne opportunité. Le salaire, bien que modeste, suffisait à aider avec les dépenses de la maison, et la proximité de son travail lui permettait de rentrer tous les jours pour s'occuper de sa famille. Cependant, la réalité de l'usine était bien plus dure qu'il n'y paraissait.
Clara travaillait directement sur la chaîne de production, dans un secteur où des produits chimiques étaient manipulés quotidiennement. Les odeurs fortes et les substances toxiques faisaient partie de sa routine, mais le manque de connaissances et la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille l'avaient poussé à ignorer les premiers signes que quelque chose n'allait pas. Avec les années, Clara avait commencé à ressentir les effets de cet environnement sur son corps. D'abord, ce furent des maux de tête persistants, qu'elle attribuait à la fatigue. Puis vinrent les problèmes respiratoires, qui s'aggravaient avec le temps, mais que Clara croyait être de simples rhumes fréquents. Cependant, son état empira. Les médecins qu'elle consultait, toujours lors de rendez-vous rapides et peu attentifs, ne posaient jamais de diagnostic clair. Stress, disaient certains. Fatigue, disaient d'autres. À l'usine, l'environnement devenait de plus en plus insalubre. L'absence de contrôle permettait à l'entreprise de réduire les coûts en matière de sécurité, et les employés, sans autre option de travail, se soumettaient à ces conditions précaires. Clara voyait ses collègues tomber malades les uns après les autres, victimes des mêmes substances qui rongeaient peu à peu sa santé. Certaines personnes développaient des maladies graves, mais lorsqu'elles cherchaient de l'aide, elles étaient rejetées par l'entreprise, qui refusait d'assumer toute responsabilité. Le point de rupture survint lorsque Clara commença à ressentir des engourdissements dans ses mains et ses pieds. Les gestes simples, comme tenir une tasse de café ou marcher, devenaient difficiles. Ses poumons semblaient comprimés, et la toux sèche, qui ne la quittait jamais, s'accompagnait maintenant d'une sensation d'étouffement. Clara savait que quelque chose allait terriblement mal, mais elle se trouvait piégée dans un cycle de travail et de maladie dont elle ne voyait pas d'issue. La situation atteignit son paroxysme lorsque l'usine, qui avait prospéré pendant des années grâce au travail de Clara et de ses collègues, déclara soudainement faillite. Ce fut un coup dévastateur pour la communauté. Sans préavis, les portes furent fermées, et des centaines de travailleurs, y compris Clara, furent laissés à leur sort. Il n'y eut ni préavis, ni indemnité, et toutes les demandes de justice furent ignorées. L'entreprise, invoquant des difficultés financières, disparut sans laisser de traces, abandonnant derrière elle une légion de travailleurs malades et démunis. Clara, comme tant d'autres, tenta de trouver de l'aide, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Il n'y a pas de traces d'irrégularité, l'entreprise a fait faillite, il n'y a rien à faire. La sensation d'impuissance était écrasante. Elle se voyait malade, incapable de travailler, et sans les moyens de chercher un traitement adéquat. Les rares ressources de la famille étaient consacrées aux besoins les plus essentiels, et le coût des médicaments qui pourraient soulager sa souffrance était au-delà de leurs moyens. Avec le temps, Clara devint l'ombre d'elle-même. La femme forte, qui avait soutenu la maison aux côtés de son mari, luttait maintenant pour accomplir des tâches simples. La maison, autrefois son refuge, était devenue une prison où elle affrontait ses douleurs en silence, pour ne pas inquiéter davantage Nicolas et son mari. Elle savait que son fils portait déjà un lourd fardeau, et le dernier souhait de Clara était de ne pas devenir un poids encore plus lourd. Cependant, malgré son état de santé, Clara se forçait encore à contribuer autant qu'elle le pouvait. Elle gardait la maison en ordre, préparait les repas avec le peu qu'ils avaient, et, chaque fois que ses forces le lui permettaient, elle aidait Nicolas au champ. Mais chaque effort avait son prix. Les nuits étaient longues et solitaires, avec des douleurs qui la maintenaient éveillée, et des pensées sombres qui la faisaient craindre pour l'avenir de la famille. Elle savait que sans une solution, Nicolas finirait par s'épuiser, tout comme elle et son mari. Clara gardait en elle une profonde amertume pour ce qui s'était passé, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ses collègues de travail. Elle ressentait une révolte silencieuse contre le système qui avait permis à une entreprise de détruire autant de vies en toute impunité. Mais en même temps, elle se sentait impuissante, prisonnière d'une réalité qu'elle ne pouvait pas changer. Chaque jour était une lutte, et tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer, dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, Nicolas ne serait pas englouti par le même destin qui l'avait frappé. La retraite de la mère de Nicolas, bien qu'elle fût un soulagement temporaire, n'a pas apporté le confort que la famille espérait.
Après des années de lutte pour obtenir le bénéfice, elle a finalement été reconnue comme incapable de travailler et a commencé à recevoir une petite pension du gouvernement. Cependant, le montant était si dérisoire qu'il suffisait à peine à couvrir le coût des médicaments dont elle avait besoin pour contrôler ses problèmes de santé. La médication était essentielle pour maintenir une certaine qualité de vie, mais l'argent qui restait après l'achat de ces médicaments était quasiment inexistant. Il vivait en permanence sur un fil, où le moindre imprévu pouvait plonger la famille dans une crise encore plus profonde. Face à cette réalité, le jeune Nicolas se trouva obligé d'assumer un rôle que beaucoup de gens de son âge n'imaginaient même pas. À 20 ans, il était le pilier qui soutenait sa maison. Le fardeau était lourd. Mais il le portait avec détermination, sachant que ses parents dépendaient entièrement de lui. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève à l'horizon, Nicolas était déjà debout. À 3 heures du matin, alors que la plupart des gens étaient encore confortablement installés dans leur lit, il partait travailler dans les champs. Le froid de l'aube mordait souvent sa peau, et ses mains calleuses témoignaient du résultat de son effort continu. Dans les champs, il cultivait fruits et légumes avec une dévotion inlassable. Chaque plante était soignée, comme si elle faisait partie de sa famille, car il savait que le succès de sa récolte déterminait s'il y aurait de la nourriture sur la table les jours suivants. Le travail était ardu, exigeait une force physique et une endurance considérable, mais Nicolas ne se plaignait jamais. Il voyait dans la terre la seule chance de garantir un revenu digne pour ses parents, et il s'accrochait à cette opportunité de toutes ses forces. Lorsque le soleil se levait enfin, annonçant le début d'une nouvelle journée, Nicolas était déjà en route pour le marché. Là, il montait son étal et organisait les produits qu'il avait récoltés. Le marché était un environnement animé, plein de couleurs vives, de parfums intenses et du brouhaha constant des vendeurs et des acheteurs. Mais pour Nicolas, c'était un autre champ de bataille. Il devait vendre autant qu'il le pouvait et s'efforçait toujours de garder le sourire, même lorsque l'épuisement pesait lourdement sur ses épaules. Les clients qui passaient devant son étal n'imaginaient souvent pas le sacrifice qui se cachait derrière ces produits frais. Pour eux, Nicolas n'était qu'un marchand de plus, mais il savait que chaque vente faisait la différence entre une journée avec ou sans nourriture sur la table de sa famille. Cependant, le profit du marché, aussi bon soit-il, n'était jamais suffisant. C'est pourquoi Nicolas acceptait n'importe quel travail supplémentaire qui se présentait. Quand il n'était pas dans les champs ou au marché, Nicolas travaillait comme aide-maçon. Il n'avait pas d'expérience formelle dans le domaine, mais il avait appris sur le tas, en observant et en aidant d'autres ouvriers. Le travail était difficile, demandait une grande force physique, mais Nicolas abordait chaque tâche avec le même sérieux et la même dévotion. Il portait des sacs de ciment, mélangeait du béton, construisait des murs, toujours avec la pensée fixe de sa responsabilité. Nicolas savait qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser un travail, aussi difficile ou mal payé soit-il. Chaque occasion de gagner quelques sous était une chance d'améliorer, même de manière minime, la situation de sa famille. Peu importe à quel point il était fatigué, il trouvait toujours la force de continuer. Au fond, ce qui le motivait, c'était l'amour pour ses parents et le désir de leur offrir une vie plus digne. Malgré tous ses efforts, il y avait des jours où la situation semblait désespérée. Le corps de Nicolas était constamment épuisé, et le poids de la responsabilité semblait parfois insupportable. Il avait rarement du temps pour lui, pour se reposer ou s'amuser. Malheureusement, malgré tous ses efforts et ses longues heures de travail, Nicolas n'arrivait toujours pas à réunir suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses de la maison. Les factures s'accumulaient. Et la pression pour acheter de la nourriture et les médicaments de sa mère augmentait chaque jour. Les nuits, qui devraient être consacrées au repos, étaient marquées par l'insomnie. Les pensées de Nicolas s'agitaient comme des ombres, le tourmentant avec la préoccupation constante de savoir comment il allait subvenir aux besoins de sa famille. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules jeunes, mais déjà fatiguées. Chaque jour, il cherchait une solution, une issue qui pourrait apporter un peu de soulagement aux difficultés financières qu'il rencontrait. La maison de Nicolas était située dans un champ ouvert et isolé, entouré de vastes
Étendue de terre, sans voisins à proximité. Cet emplacement, qui apportait une certaine paix et tranquillité, présentait également des défis, comme la distance qu'il devait parcourir pour atteindre la ville la plus proche et effectuer les achats essentiels. Un matin, après une longue et épuisante marche, Nicolas arriva en ville. Le soleil était déjà haut, et il pouvait sentir la sueur couler sur son front. En marchant dans les rues animées, quelque chose attira son attention. Un flyer coloré attaché à un poteau annonçait le recrutement de travailleurs pour la construction d'un centre commercial qui devait être érigé à proximité. Ses yeux brillèrent d'un nouvel espoir. Nicolas avait acquis une certaine expérience dans le domaine de la construction, grâce à des emplois temporaires comme aide-maçon, qu'il faisait pour compléter ses revenus. Le salaire promis, bien que modeste, représentait une réelle opportunité d'améliorer la situation à la maison. Il savait que tout argent supplémentaire serait d'une grande aide. Plus que jamais, il était déterminé à saisir cette opportunité. Le cœur battant, Nicolas arracha le flyer du poteau et le glissa dans sa poche, comme si ce morceau de papier était la clé d'un avenir meilleur. Il savait qu'il devait se dépêcher pour postuler à ce poste, car des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas souvent. Cet après-midi même, il se rendit à l'agence pour l'emploi indiquée et soumit sa candidature, espérant être choisi. Dans les jours qui suivirent, Nicolas attendit avec impatience une réponse. Chaque fois qu'il entendait des pas approcher de la porte de sa maison, son cœur bondissait dans l'espoir de recevoir de bonnes nouvelles. L'attente était angoissante, mais il restait ferme, travaillant sans relâche au champ et aux tâches quotidiennes, avec l'espoir que, bientôt, il pourrait avoir un emploi offrant un peu plus de stabilité financière. Nicolas n'en crut pas ses oreilles lorsqu'il reçut la nouvelle qu'il avait été embauché. La joie l'envahit, et le poids qui pesait sur ses épaules sembla s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Même si c'était un emploi temporaire, cela signifiait beaucoup pour lui et pour sa famille. Il se levait encore plus tôt qu'avant. Quittant la maison avant l'aube, déterminé à donner le meilleur de lui-même chaque jour de travail. Sur le chantier, Nicolas était un exemple de dévouement. Il suivait à la lettre les instructions de ses supérieurs, était toujours prêt à aider ses collègues et restait concentré sur les tâches qui lui étaient assignées. Chaque brique posée, chaque mur érigé, tout était fait avec soin et précision. Il savait que ce travail était temporaire, mais pour Nicolas, c'était bien plus que cela. C'était une chance d'offrir une vie meilleure à ses parents, de s'assurer que la nourriture ne manquerait pas à table et que les médicaments de sa mère seraient toujours disponibles. Cependant, tous ne voyaient pas son dévouement d'un bon œil. Parmi les travailleurs, certains commencèrent à murmurer. Pour eux, l'attitude de Nicolas semblait être une tentative de se faire trop remarquer, de se montrer comme un employé parfait. Des commentaires malveillants commencèrent à circuler, et l'ambiance, déjà difficile, devint encore plus pesante. Regardez-le, le petit malin, toujours le premier arrivé et à tout faire parfaitement. Il doit vouloir cirer les bottes du chef, disaient certains. Nicolas entendait ces paroles, mais il essayait de ne pas se laisser abattre. Il savait qu'il n'était pas là pour rivaliser ou se mettre en avant, mais pour assurer la subsistance de sa famille. Chaque jour de travail était une bataille pour conserver cet emploi. L'idée de perdre cette opportunité à cause de malentendus ou de jalousie le terrifiait. Pour lui, la responsabilité était une chose sérieuse, et il ne pouvait se permettre de faillir. Malgré les regards de mépris et les murmures dans son dos, Nicolas continua à travailler avec la même dévotion. Il n'avait pas de temps à perdre avec les intrigues. Son objectif était unique, conserver cet emploi et accomplir son travail avec honnêteté et effort. Les jours passèrent, et le travail avançait. Peu à peu, Nicolas commença à remarquer que, malgré la résistance initiale, certains des collègues qui le critiquaient auparavant commencèrent à le respecter. Ils virent qu'il ne cherchait pas à être meilleur que quiconque, mais qu'il luttait simplement pour sa survie. Tout comme eux. D'autres, cependant, continuaient à nourrir la méfiance et le ressentiment. Mais Nicolas avait appris à gérer cela. Il savait que, partout, il y aurait toujours des gens qui ne
comprendrait pas ses motivations. Cependant, ce qui comptait, c'était qu'il faisait de son mieux. Il avait besoin de cet emploi, et rien ne l'empêcherait de continuer à se battre pour sa famille. Quelques jours passèrent. Une fois de plus, Nicolas se rendait au travail. Il traversait le champ, encore. Dans l'obscurité, pour arriver tôt. L'obscurité qui l'entourait n'était rompue que par la lumière de la lune. Et des étoiles, créant une ambiance de tranquillité qui contrastait avec l'inquiétude qu'il ressentait. Alors qu'il avançait sur le terrain, Nicolas remarqua une silhouette étrange au loin. La silhouette semblait presque fantomatique dans la pénombre. Qu'est-ce que c'est, pensa-t-il, ralentissant ses pas. Tandis que ses yeux tentaient de distinguer la figure au loin. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une personne, se déplaçant lentement, comme si elle était à la dérive dans un monde qu'elle ne comprenait pas complètement. La vision de quelqu'un, seul et apparemment perdu à cette heure-là et dans un endroit aussi isolé, suscita en Nicolas un mélange de peur et de curiosité. Comment quelqu'un peut-il être ici à cette heure-ci? Il n'y a pas de maison à proximité, et la zone est déserte, réfléchit-il, son esprit oscillant entre l'inquiétude et le doute. Malgré l'appréhension, il décida de continuer à avancer, sentant que c'était la chose à faire. Quand il se rapprocha, la silhouette se révéla être un vieil homme. Il était bien habillé, avec des vêtements qui, bien que légèrement froissés, semblaient de bonne qualité. Le vieil homme paraissait désorienté, les yeux fixés sur un point lointain, comme s'il essayait de comprendre où il se trouvait ou ce qui se passait. L'expression de son visage était un mélange de préoccupation et de confusion. Nicolas, essayant de rester calme, s'approcha encore plus et lui parla d'une voix douce et accueillante. « Bonjour, monsieur, vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide ?» Le vieil homme regarda Nicolas, l'expression de confusion ne disparaissant pas. Son regard semblait chercher quelque chose de familier chez le jeune homme qui se tenait devant lui. « Je suis sorti de chez moi il n'y a pas longtemps. Je jouais avec ma petite fille de 5 ans, mais je ne sais pas comment je suis arrivé ici, répondit le vieil homme, sa voix tremblant légèrement, comme s'il essayait lui-même de comprendre la situation. Nicolas, inquiet pour le bien-être du vieil homme, demanda. « Comment vous appelez-vous » ? « Mon nom est Fabio, répondit le vieil homme, avec un air de doute et d'insécurité sur sa propre identité. Sa réponse semblait être un effort, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qui devrait être évident, mais qui échappait à son esprit. Nicolas observa Fabio avec plus d'attention. Il remarqua que, malgré sa tenue correcte, le vieil homme paraissait épuisé et désorienté. Ses pieds étaient nus et légèrement blessés, comme s'il avait marché pendant longtemps sans s'arrêter. L'inquiétude de Nicolas grandit, et il ressentit un besoin urgent d'aider autant qu'il le pouvait. « Vous semblez fatigué et affamé. Venez avec moi, je vais vous emmener chez moi. Là-bas, nous pourrons essayer de comprendre ce qui s'est passé et trouver une solution, dit Nicolas, tendant la main à Fabio. Fabio regarda la main tendue et, après un moment d'hésitation, accepta l'aide. Avec un effort visible, Nicolas aida le vieil homme à se lever et commença à le guider vers sa maison. En marchant, Nicolas ne pouvait s'empêcher de penser à la situation précaire du vieil homme et à la responsabilité qu'il assumait. Mais il ressentait également une profonde compassion et le désir de s'assurer que Fabio soit en sécurité et bien pris en charge. Nicolas observait avec inquiétude les pieds nus et blessés de Fabio. Il était évident que le vieil homme avait marché pendant longtemps. Les blessures à ses pieds étaient rouges et enflées, et le jeune homme sentit un poids dans son cœur en réalisant l'ampleur de la souffrance que le vieil homme avait endurée. Le manque de chaussures appropriées et l'état affaibli de Fabio ne faisaient qu'aggraver la situation. À mesure qu'ils approchaient, Nicolas remarqua que Fabio était visiblement affaibli. Le vieil homme commençait à vaciller, ses yeux se fermant dans une lutte silencieuse contre l'évanouissement. La vision du vieil homme sur le point de perdre connaissance poussa Nicolas à agir rapidement. Sans hésiter, il s'accroupit et, avec soin et force, souleva Fabio dans ses bras. Le poids du vieil homme était léger, comparé au soulagement que Nicolas ressentait en réussissant à l'aider. Avec Fabio dans ses bras, Nicolas accéléra le pas vers sa maison. Le chemin semblait plus long que jamais,
Et chaque pas représentait un défi supplémentaire. Le champ était désert et silencieux, amplifié par l'urgence de la situation. La lune éclairait encore le chemin, mais le jeune homme ressentait le poids des heures accumulées et de la responsabilité qu'il portait. En arrivant chez lui, Nicolas trouva ses parents dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Le père de Nicolas, âgé de 60 ans et dont la santé s'était détériorée, se leva difficilement en voyant son fils entrer. La mère de Nicolas, bien que sa santé fût également fragile, se précipita vers la porte avec une expression de surprise et d'appréhension en voyant l'étranger porté par son fils. Elle n'était pas très à l'aise avec l'idée d'accueillir un inconnu, mais la nécessité et l'état de l'homme la convainquirent rapidement d'aider. « Que lui est-il arrivé ?» demanda la mère, regardant Fabio avec un air inquiet tout en essayant de cacher son inconfort. « Je l'ai trouvé dans le champ. Il était perdu et avait les pieds blessés. Je ne sais pas d'où il vient, mais il semblait être dans un état critique, expliqua Nicolas, essayant de garder son calme. Bien que toujours visiblement troublée, la mère prépara un endroit où Fabio pourrait s'allonger. Avec précaution, elle plaça des couvertures sur lui et fit de son mieux pour que le vieil homme se sente plus à l'aise. La difficulté à obtenir de l'aide en raison de l'absence de signal sur le téléphone portable ajoutait un niveau supplémentaire de frustration à la situation, mais pour l'instant, l'objectif était de s'assurer que Fabio reçoive les soins de base. Au fil des heures, Fabio commença à retrouver un peu de force. Nicolas resta à ses côtés, lui offrant de l'eau et quelque chose de léger à manger dès que le vieil homme commença à se remettre de sa faim et de sa soif. Bien que Fabio fût encore confus, il commença à répondre avec plus de clarté. Je jouais avec ma petite fille, murmurait le vieil homme, avec un regard lointain. Mais je ne me souviens de rien d'autre. Où suis-je ? Nicolas tenta de découvrir d'où venait Fabio, mais le vieil homme était si perdu qu'il peinait à fournir des informations supplémentaires. De plus en plus, Fabio semblait se concentrer uniquement sur la récupération de ses souvenirs et la compréhension de l'endroit où il se trouvait. Pendant ce temps, une petite boîte de médicaments se trouvait à côté du vieil homme. Sans étiqueter. Avec un aspect générique, Nicolas hésita à les administrer, craignant qu'ils ne soient plus liés à l'état affaibli de Fabio qu'à une guérison. L'incertitude quant au contenu de la boîte ne faisait qu'accroître le sentiment d'impuissance de Nicolas. La famille tenta d'offrir le plus de soutien possible, sachant que, sans signal de téléphone portable pour obtenir de l'aide extérieure, garder Fabio à la maison était la seule option immédiate. Le jeune homme resta aux côtés de Fabio, l'observant attentivement, en attendant que le vieil homme commence à se rétablir complètement et puisse fournir plus d'informations sur son identité et sa situation. Lorsque Nicolas regarda l'horloge, son cœur fit un bond. L'heure de pointer approchait rapidement, et il était encore à la maison, s'occupant de Fabio. Une sensation de panique s'empara de lui, il savait qu'il était sur le point de manquer une journée de travail, quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. L'angoisse était palpable alors qu'il essayait de décider quoi faire. « Papa, maman, je dois y aller maintenant !» s'exclama Nicolas, le visage marqué par l'inquiétude. « S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Je vais me dépêcher d'aller au travail. » La mère de Nicolas, avec une expression de compréhension et d'empathie, hocha la tête. Elle avait compris la gravité de la situation et savait que le travail de son fils était crucial pour la survie de la famille. Le père, malgré sa condition affaiblie, fit un effort pour aider. Tous deux se préparèrent à garantir que Fabio soit en sécurité et confortable tandis que Nicolas prenait congé à la hâte. Nicolas quitta la maison en courant désespérément. La route qui menait au travail semblait interminable. Et la chaleur du soleil commençait à peser, intensifiant l'inconfort de la course. Chaque pas paraissait plus difficile que le précédent, mais il continuait d'avancer, sachant qu'il ne pouvait pas abandonner. Son esprit était plein de pensées contradictoires, l'inquiétude pour l'état de Fabio et la peur de perdre son emploi. La course à travers le champ, déjà exténuante en soi, était aggravée par l'urgence de la situation. Nicolas s'arrêtait brièvement pour reprendre son souffle et s'hydrater, mais il ne se permettait pas de prolonger ses pauses.
Chaque minute perdue pouvait signifier un retard irréparable de plus. À mesure qu'il se rapprochait de la ville, le jeune homme tenta d'accélérer le rythme, mais ses forces s'épuisaient. Le chemin jusqu'au travail, qui prenait habituellement une bonne partie de la journée, semblait s'étirer interminablement. Il regardait sa montre, de plus en plus angoissé, et pensait à l'impact qu'une arrivée tardive pourrait avoir non seulement sur sa journée, mais aussi sur sa position au travail. Finalement, après une course épuisante et plusieurs pauses forcées en chemin, Nicolas arriva sur son lieu de travail avec 4 heures de retard. Le bâtiment était dans une agitation inhabituelle, et plusieurs employés étaient déjà sur place, avec des expressions mêlant curiosité et dédain. En entrant, Nicolas sentit tous les regards se tourner vers lui. La frustration et la fatigue étaient visibles sur son visage alors qu'il se dirigeait vers le bureau pour justifier son retard. Ses collègues murmuraient entre eux, se demandant la raison de ce long retard, chose inhabituelle pour lui, connu pour son zèle et sa ponctualité. Son patron, une figure autoritaire et peu connue pour sa patience, l'attendait avec une expression grave. Le regard désapprobateur du patron laissait clairement entendre qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les excuses. Nicolas, tu sais combien la ponctualité est importante. Nous avons perdu une journée entière de travail à cause de ton retard. Nous ne pouvons pas accepter que cela se reproduise, réprimanda le patron. Le jeune homme tenta d'expliquer la situation, mais il savait que ses paroles ne pouvaient pas changer la décision qui était sur le point d'être prise. Il était à bout de force et désespéré de conserver son emploi. Cependant, la gravité du retard et le manque d'explications concrètes pour son patron faisaient que la situation paraissait encore plus sérieuse. Tout en discutant avec son patron, Nicolas regardait sa montre et pensait à la situation critique qu'il avait laissée à la maison. Le désir d'être à 2 endroits à la fois, d'aider Fabio et de remplir ses obligations au travail, était une réalité impossible à atteindre. Le sentiment d'impuissance et de frustration ne faisait que grandir avec le poids des mots de son patron et la prise de conscience que sa lutte quotidienne était loin de trouver une solution facile. Avec une conscience lourde et un sentiment de défaite, Nicolas retourna à son poste de travail, où il tenta de se concentrer sur ce qu'il avait à faire. Il savait qu'en dépit des explications et des excuses, l'impact du retard était déjà ressenti et que la lutte pour équilibrer ses responsabilités personnelles et professionnelles était loin d'être terminée. En entrant sur son lieu de travail, Nicolas remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Plusieurs employés l'observaient avec un mélange de curiosité et de désapprobation, leur regard ne passait pas inaperçu. Cela était inhabituel, car les retards étaient relativement fréquents et ne suscitaient que rarement autant d'attention. Le murmure constant parmi les collègues semblait porter un ton de critique, ce qui fit se demander à Nicolas s'il n'y avait pas quelque chose de plus en jeu. Son cœur s'accéléra lorsqu'il fut appelé à la direction. Avec l'estomac noué, il suivit le couloir en direction du bureau du chef, son esprit revenant à ce qui aurait pu mal tourner. La tension était palpable, et à mesure qu'il s'approchait de la porte, il commença à se demander s'il avait commis une erreur plus grave que le simple retard. En entrant dans le bureau, il trouva son chef assis derrière le bureau, avec une expression de frustration qui ne laissait aucun doute sur le degré de colère qu'il ressentait. Le chef leva les yeux du papier qu'il manipulait et fixa un regard sévère sur Nicolas. « Asseyez-vous » ordonna le chef, et Nicolas s'installa sur la chaise en face de lui, se sentant de plus mal à l'aise. « Nous avons perdu une journée entière de travail » commença le chef, sa voix chargée de colère. « Personne n'a pu travailler en raison de votre irresponsabilité à ne pas arriver tôt et à ne pas apporter la clé. Nous avons dû faire appel à un serrurier pour pouvoir ouvrir la porte où se trouvait le matériel de sécurité des employés. » Nicolas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en entendant ces mots. Il savait que le manque d'accès au matériel de sécurité pouvait causer de gros problèmes, mais il n'avait aucune idée que cela entraînerait une crise aussi sérieuse. Il tenta d'expliquer la situation, mais les mots semblaient insuffisants pour inverser l'atmosphère négative qui s'était installée. Je ne savais vraiment pas que la clé était si cruciale. J'aidais un vieil homme dans le besoin et j'ai fini par être en retard, dit Nicolas, essayant de rester calme. Son chef ne sembla pas impressionné.
L'expression de désapprobation et de frustration ne vacilla pas. Alors qu'il continuait son explication. Je comprends que des imprévus puissent arriver, mais ce n'est pas une excuse pour compromettre le fonctionnement de l'entreprise. La situation aurait pu être évitée si vous aviez été plus responsable. Nicolas sentit son visage s'échauffer de honte et de frustration. Sa tentative d'être un bon employé et d'aider quelqu'un dans le besoin semblait se retourner contre lui. Le poids de l'accusation était écrasant. Et il savait que la question ne se résumait pas seulement au retard, mais aussi à la responsabilité qui était maintenant en jeu. J'ai fait de mon mieux, insista Nicolas, essayant de se défendre. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes à l'entreprise. Le chef poussa un profond soupir, manifestement fatigué de la conversation. Ce n'est pas une question d'intention, Nicolas. C'est une question de résultat et de l'impact que vos actions ont sur l'entreprise. Nous allons devoir prendre une décision sur la façon de procéder à partir de maintenant. Nicolas sentit son cœur se serrer. La conversation se dirigeait clairement vers une issue défavorable. Le chef continua d'expliquer que l'entreprise envisageait des mesures plus sévères en raison de la gravité du problème et de l'impact sur la journée de travail. Nous devons évaluer votre performance et vos responsabilités. Une situation comme celle-ci ne peut pas se répéter, conclut le chef, d'un ton qui laissait entendre que la situation était loin d'être résolue. Nicolas quitta le bureau avec un sentiment de désolation. Le poids des responsabilités qu'il portait à la maison et son désir d'aider Monsieur Fabio semblaient avoir déclenché une série de conséquences inattendues. Dans son travail, il savait qu'il devait trouver un moyen de rééquilibrer ses priorités et, surtout, essayer de regagner la confiance de ses supérieurs. Alors qu'il retournait à son poste de travail, l'esprit de Nicolas était envahi de pensées contradictoires. Il se demandait comment il aurait pu mieux gérer la situation et s'il y avait quelque chose de plus qu'il aurait pu faire pour éviter ce problème. L'angoisse et l'incertitude quant à son avenir professionnel pesaient sur lui, ajoutant une nouvelle couche de stress à la situation déjà difficile dans laquelle il se trouvait. Quand le chef amena Nicolas devant le casier et lui demanda de l'ouvrir, le jeune homme sentit un frisson glacé. Le chef semblait attendre quelque chose, et Nicolas ne comprenait pas pourquoi son casier faisait l'objet de tant d'attention. D'une main tremblante, il tourna la serrure et ouvrit la porte. Ce qu'il vit à l'intérieur le laissa paralysé, la clé de la salle où se trouvaient les équipements de sécurité était accrochée au crochet. Nicolas regarda son chef avec un regard de confusion et de désespoir. Il savait qu'il n'était pas responsable de cette clé et qu'il ne l'avait jamais eue en sa possession. Son cœur commença à battre plus vite alors qu'il se tournait pour faire face à ses collègues, qui se tenaient à proximité, observant la scène avec une expression de satisfaction contenue. Ce qui commençait à se dessiner dans son esprit était un scénario qu'il n'avait jamais envisagé, une conspiration contre lui. Il se souvint de certains regards froids et de chuchotements malveillants qu'il avait remarqués ces derniers jours. Il n'était pas difficile de comprendre que certaines personnes avaient une opinion négative de lui, mais il n'aurait jamais imaginé que cela puisse aller si loin. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'idée que la clé avait été placée dans son casier pour l'incriminer semblait de plus en plus plausible. Je n'arrive pas à y croire, murmura Nicolas pour lui-même, alors qu'il essayait de traiter la réalité cruelle de la situation. Ils m'ont piégé. Le chef, percevant l'expression de choc de Nicolas, continua d'un ton impitoyable. La situation est claire. La clé était dans votre casier, et cela suffit pour justifier notre décision. La responsabilité de garantir que l'entreprise puisse fonctionner sans encombre vous incombait. Nicolas voulait se défendre, expliquer qu'il n'avait aucun contrôle sur la clé et qu'il essayait simplement d'aider quelqu'un dans le besoin, mais il savait que ses paroles ne seraient probablement pas entendues. Il se trouvait dans une position précaire, sans preuve pour soutenir son innocence. Même avec la vérité en main, il était piégé dans un jeu où les autres avaient déjà déterminé l'issue. Je comprends votre point de vue, mais les preuves sont claires, dit le chef avec un ton de mépris. L'entreprise ne peut pas risquer la continuité du travail à cause d'un problème de ce type. La décision a été prise. La sensation d'injustice était écrasante.
La frustration et l'impuissance envahirent Nicolas, qui savait que, malgré toutes ses bonnes intentions et ses efforts, cela ne suffirait pas à inverser la situation. Il se sentait trahi et démuni, non seulement par l'entreprise, mais aussi par les collègues qui avaient contribué à son licenciement. Lorsqu'il fut officiellement informé de son licenciement pour faute grave, Nicolas quitta le bureau avec un sentiment de défaite absolue. Les murs du bâtiment semblaient se refermer autour de lui, et chaque pas qu'il faisait en direction de la sortie était chargé d'un poids émotionnel presque insupportable. Il jeta un dernier regard à ses collègues, désormais une masse de visages indifférents et même satisfaits de ça. Chut. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Nicolas fit face à la dure réalité qu'il avait perdu son emploi, et avec lui, la principale source de revenus pour sa famille. L'avenir semblait sombre, et l'inquiétude pour la situation de ses parents, la nécessité de payer les factures et de trouver un nouveau moyen de gagner sa vie pesait désormais plus lourd que jamais. L'angoisse et le sentiment de trahison étaient palpables, et l'espoir que les choses s'améliorent semblait de plus en plus lointain. En marchant de retour vers sa petite maison à la campagne, les pensées de Nicolas étaient alourdies par ce qui s'était passé au travail et par ce qu'il attendait. La sensation d'être dans une impasse ne le quittait pas, et il se demandait comment il ferait face aux défis à venir. L'avenir, qui semblait déjà un chemin difficile, lui apparaissait désormais comme une route infranchissable, parsemée d'obstacles et d'injustices. Lorsque Nicolas arriva chez lui, le ciel était déjà en train de s'obscurcir, reflétant le poids de sa tristesse. La marche solitaire jusqu'à chez lui avait semblé durer des heures, et ses pas, fatigués et traînants, portaient le poids de son récent licenciement. Il ressentait une combinaison d'épuisement physique et émotionnel en s'approchant de la petite maison qu'il partageait avec ses parents. Dès qu'il entra, il trouva son père assis à la table, lisant un journal, et sa mère dans la cuisine, en train de préparer quelque chose pour le dîner. L'atmosphère semblait normale, presque réconfortante, mais la nouvelle que Nicolas était sur le point d'annoncer allait rapidement changer le ton de la soirée. Prenant une profonde inspiration, il tenta de trouver les mots justes, mais il semblait se perdre dans sa gorge. « Papa, maman » commença Nicolas, sa voix vacillante. « J'ai perdu mon emploi. » Le silence qui suivit fut profond et lourd. Son père leva les yeux de son journal, une expression de préoccupation et de compréhension visible sur son visage. Avec un geste doux, il s'approcha de Nicolas et l'enlaça, offrant un réconfort silencieux qui exprimait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. L'étreinte était un rappel du soutien inconditionnel que son père avait toujours essayé de lui offrir, malgré ses propres limites. « Je suis désolé, mon fils, » dit son père d'une voix étouffée par l'émotion. « Tu as fait de ton mieux. Nous surmonterons cela ensemble. » La réaction de sa mère contrastait nettement avec celle de son père. Elle était dans la cuisine, les mains immobile au milieu de sa tâche. Quand Nicolas annonça la nouvelle, elle se retourna lentement, son visage marqué par un mélange de frustration et de tristesse. « Tu as toujours été une bonne personne, » dit-elle, la voix chargée d'une émotion contenue. « Toujours à essayer d'aider les autres, même si cela signifie te nuire. Voilà ce qui arrive quand tu places les autres avant toi-même. » Nicolas ressentit une douleur en entendant ces mots. Il savait que sa mère exprimait la frustration accumulée au fil des années, voyant son fils se sacrifier sans cesse, seulement pour être blessé en retour de sa bonté. Mais au lieu de se sentir découragé, il ressentit une nouvelle vague de détermination. Il avait toujours cru que l'empathie et l'aide aux autres étaient des valeurs importantes, même si cela signifiait faire face à des défis. « Maman, je voulais juste faire ce qui est juste, » répondit Nicolas d'un ton à la fois découragé et déterminé. « Je ne peux pas m'empêcher d'aider les gens, même si cela me met en difficulté. Je voulais juste faire de mon mieux. » Sa mère soupira et s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Nicolas. Elle savait que son fils avait un cœur énorme et que son empathie était l'une de ses qualités les plus remarquables. Mais voir son fils souffrir à répétition à cause de sa bonté l'inquiétait profondément. « Je comprends, Nicolas, » dit-elle d'un ton plus doux. « Je veux juste que tu saches que, même si tu as un cœur généreux, tu dois aussi prendre soin de toi. Il n'est pas juste que tu te blesses en essayant
d'aider les autres. Nicolas hocha la tête, comprenant la préoccupation de sa mère. Il savait que, malgré la douleur et l'injustice qu'il ressentait, il devait trouver un moyen d'aller de l'avant. Ses parents dépendaient de lui, et il ne pouvait pas se permettre d'abandonner. La lutte pour la survie de sa famille était loin d'être terminée, et maintenant plus que jamais, il devait être fort. Après un dîner silencieux, où la tristesse planait dans l'air, Nicolas se retira dans sa chambre. La nuit était chargée de pensées et de préoccupations concernant l'avenir. Il regarda par la fenêtre, vers le ciel étoilé, réfléchissant aux défis qui l'attendaient. Le sentiment d'injustice et le poids de la responsabilité étaient lourds, mais le désir de faire ce qui est juste et de prendre soin de sa famille était encore plus fort. Avec un profond soupir, il se prépara à affronter le jour suivant, déterminé à trouver un moyen d'aller de l'avant malgré les difficultés. Les jours passèrent et, avec la perte de son emploi et la situation financière de plus en plus difficile, Nicolas se vit contraint de retourner travailler dans les champs. Il reprit ses activités quotidiennes, plantant et récoltant ce qu'il pouvait vendre au marché local. Le poids de la responsabilité était visible sur ses épaules, et les heures épuisantes passées dans les champs, souvent sous le soleil brûlant, semblaient insuffisantes pour couvrir toutes les dépenses croissantes. La situation se détériora encore avec l'arrivée de Monsieur Fabio chez lui. Avec une personne de plus à nourrir et à soigner, les coûts augmentèrent considérablement. Fabio, bien que fragile et confus, nécessitait des soins de base, tels que l'alimentation et les médicaments, qui devenaient un fardeau supplémentaire pour Nicolas. Dans un effort pour résoudre la situation et trouver une solution pour le mystérieux vieillard, Nicolas décida d'appeler la police. La visite des autorités apporta une vague de frustration et de découragement. Les policiers, après avoir examiné le cas, informèrent Nicolas qu'il n'y avait aucun enregistrement de Fabio dans les bases de données officielles, sans identification claire et sans preuve. Que Fabio soit une personne disparue avec une demande d'aide enregistrée, ils prétendirent ne rien pouvoir faire et se retirèrent, laissant Nicolas dans une situation encore plus désespérée. N'ayant pas d'autre option, Nicolas décida d'accueillir Fabio chez lui. Le vieillard, malgré ses difficultés et sa confusion, devint une partie du quotidien de Nicolas et de ses parents. L'ajout d'une personne supplémentaire dans la maison, cependant, aggravait la situation financière déjà précaire. Les préoccupations concernant les dépenses quotidiennes s'intensifièrent, et Nicolas se retrouva constamment au bord de l'épuisement. Un jour, un ami de Nicolas, en constatant la situation désespérée du jeune homme, suggéra une idée qui, bien que ne garantissant pas de succès, pourrait au moins offrir un espoir. Il recommanda à Nicolas de publier une photo de Fabio sur un site de personnes disparues. L'idée était qu'avec l'aide d'Internet, quelqu'un puisse reconnaître le vieillard ou fournir des informations utiles sur son identité et sa famille. Nicolas, bien que sceptique quant à l'efficacité de la suggestion, décida de suivre le conseil. Il prit une photo récente de Fabio et la publia sur plusieurs sites et forums dédiés aux personnes disparues. Dans la publication, il inclut une brève description de la situation, mentionnant que le vieil homme avait été trouvé errant seul et était désormais sous ses soins. Il espérait, au fond de lui, que quelque chose se passerait, mais le manque d'espoir et le doute quant à la possibilité de succès imprégnaient ses pensées. La nuit tomba, et Nicolas se coucha épuisé, luttant contre l'insomnie qui le tourmentait depuis un certain temps. Alors que les préoccupations pour l'avenir de sa famille et le bien-être de Fabio le tourmentaient, il essayait de maintenir une attitude positive. Il savait qu'il avait besoin d'une solution, et tout petit progrès serait une lueur au bout du tunnel. Cependant, la réalité était loin d'être clémente, et il continuait à porter le poids de ses responsabilités et de l'inconnu. Le temps semblait s'étirer, et chaque jour qui passait était un défi, non seulement pour trouver une solution pour Fabio, mais aussi pour faire face à ses propres difficultés et garder espoir. Il devait trouver un moyen d'améliorer la situation, et, tout en luttant pour tout équilibrer, ses nuits étaient remplies de rêves de jours meilleurs et de la détermination à aller de l'avant malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Quelques semaines plus tard, Nicolas reçut un appel d'une femme disant vouloir retrouver Fabio.
Personne. Elle demanda l'adresse pour pouvoir lui rendre visite. La mère de Nicolas fut alarmée et exprima immédiatement ses inquiétudes. Comment peux-tu donner notre adresse à une inconnue, mon fils? Tu dois cesser d'être aussi bienveillant. Cette femme, ou quiconque elle soit, pourrait te faire du mal. Cependant, Nicolas était déterminé à aider le vieillard à retrouver sa famille. Malgré les avertissements de sa mère, il ne pensait pas aux conséquences possibles et croyait qu'en aidant Fabio, il faisait ce qui était juste. Il voyait une chance de rendre dignité et espoir à quelqu'un qui semblait avoir perdu tout, et cela était plus important pour lui que toute précaution. Le lendemain, Nicolas et Fabio étaient dehors, se promenant dans la campagne. La matinée était claire. Et le soleil commençait à réchauffer l'air, lorsqu'ils aperçurent au loin une jeune femme marchant dans leur direction. La femme semblait en grande détresse, et son pas rapide indiquait qu'elle était impatiente d'arriver à destination. Quand la jeune femme s'approcha et put enfin voir le visage de Fabio, elle ne put contenir son émotion. Avec des larmes aux yeux, elle courut vers lui et l'enlaça avec une intensité qui exprimait à la fois soulagement et amour. « Grand-père, tu m'as tellement manqué !» s'exclama-t-elle, tout en lui offrant un câlin serré. Nicolas et Fabio restèrent stupéfaits. Le vieil homme, qui avait précédemment mentionné que sa petite fille n'avait que 5 ans, se retrouvait maintenant face à une jeune femme adulte. La jeune femme, qui se présenta comme Eduarda, semblait avoir au moins 20 ans, ce qui contrastait fortement avec la description de Fabio. La confusion de Fabio était palpable. Il essayait de comprendre la situation, mais son état mental était compromis. Fabio se souvenait de sa petite fille comme d'une petite fille, et non comme la femme adulte devant lui. Eduarda essayait de lui parler, l'appelant « grand-père » et tentant de se reconnecter. Mais Fabio était perdu dans un tourbillon de pensées déconnectées. « Grand-père, c'est ta petite fille, Eduarda » disait-elle, avec une mixture de tristesse et d'espoir. « Je t'ai enfin trouvé. » Nicolas observait la scène, perplexe. Il voyait l'émotion dans les yeux d'Eduarda et la lutte de Fabio pour comprendre la réalité autour de lui. Il ne faisait aucun doute qu'elle était la petite fille de Fabio, mais la différence entre l'image que le vieillard avait de sa petite fille et la réalité de la femme adulte devant lui était un choc profond pour tous. Eduarda, avec un regard anxieux, tentait d'expliquer la situation à Nicolas. Elle révéla que, il y a des années, Fabio avait commencé à montrer des signes de démence, et la famille avait perdu contact avec lui. L'image que Fabio avait de sa petite fille était celle d'une enfant en bas âge, car c'était le dernier moment clair dont il se souvenait. Avec le temps, les souvenirs de Fabio étaient devenus fragmentés, déformés, rendant difficile pour lui de reconnaître Eduarda maintenant qu'elle avait grandi. Alors qu'Eduarda parlait avec Fabio, elle tentait de rappeler des moments partagés dans le passé et cherchait tout signe de reconnaissance sur le visage de son grand-père. La rencontre fut émotionnelle et difficile, car malgré les étreintes et les larmes, la distance temporelle et l'état mental de Fabio créaient une barrière presque infranchissable. Nicolas observait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il avait fait ce qu'il fallait en aidant Fabio à retrouver sa famille, mais la souffrance du vieil homme et la complexité de la situation étaient des défis importants. Il savait que, bien qu'il ait aidé à réunir grand-père et petite-fille, le chemin pour restaurer la santé et la clarté d'esprit de Fabio ne faisait que commencer. Eduarda, le cœur brisé mais pleine d'espoir, continuait à parler à son grand-père, espérant qu'avec le temps et la patience, elle pourrait aider à rétablir un semblant d'ordre dans l'esprit confus de Fabio. Nicolas, de son côté, se sentait soulagé d'avoir accompli sa mission d'aide, mais comprenait également qu'il restait encore de nombreux défis pour que Fabio puisse retrouver la paix et la stabilité. Peu après la rencontre émouvante entre Fabio et Eduarda, un bruit soudain déchira l'air. Tout le monde leva les yeux vers le ciel et vit un hélicoptère se rapprocher rapidement. Le bruit des hélices était foré, enveloppant, créant une sensation d'urgence et d'attente. L'hélicoptère se posa doucement sur une zone dégagée près de la maison de Nicolas, soulevant un nuage de poussière et de feuilles mortes. Lorsque les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent, un homme élégant, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate, descendit avec une démarche ferme et résolue.
Son air d'autorité et l'expression de préoccupation sur son visage montraient qu'il était là pour quelque chose de sérieux. Il se dirigea directement vers Fabio, encore sonné par la réunion avec sa petite-fille. « Père, ça fait longtemps !» s'exclama l'homme, la voix chargée d'émotion en voyant le vieil homme. Nicolas, qui observait tout avec un mélange de surprise et de perplexité, n'arrivait pas à comprendre la situation. Le fait que Fabio soit suffisamment important pour justifier l'arrivée d'un hélicoptère et d'un homme aussi bien habillé était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Eduarda semblait également stupéfaite, mais sa surprise céda rapidement à une inquiétude intense. Elle regarda l'homme, désormais identifié comme Estevao, et demanda. « Papa, comment as-tu su que nous étions ici ?» Estevao regarda sa fille avec un regard énigmatique et répondit. « J'ai mes contacts, ma fille. Rien ne se passe sans que je le sache. » Eduarda fronça les sourcils et son expression devint un mélange de frustration et de colère. Elle semblait se battre pour garder son calme, mais ses yeux trahissaient l'intensité de ses émotions. Avec un effort visible pour ne pas montrer davantage de mécontentement, elle se tourna vers Fabio et dit. « Allons, papa. Tu dois rentrer à la maison. » Fabio, toujours avec une expression de confusion et d'inquiétude, commença à marcher vers l'hélicoptère, soutenu par Estevao. Le vieil homme regarda Eduarda et Nicolas, son esprit essayant de traiter la réalité qui l'entourait. Le regard de Fabio était un mélange de soulagement et de désorientation, montrant combien il luttait pour comprendre ce qui se passait. L'hélicoptère attendait, le moteur ronronnant doucement, prêt à emporter Fabio et Estevao. Lorsque les deux hommes furent enfin à bord de l'appareil, Eduarda resta à l'écart, le visage marqué par l'inquiétude. Elle ne les rejoignit pas, restant au bord du champ, regardant l'hélicoptère décoller. Disparaître à l'horizon. Nicolas, encore proche d'Eduarda, ressentit la tension dans l'air et l'inquiétude inscrite sur son visage. Lorsqu'Eduarda murmura doucement, Nicolas entendit. Quelque chose de mauvais va encore arriver. Sa voix était chargée d'une tristesse résignée, comme si elle savait que le retour de Fabio n'était pas là. Fin de ses problèmes, mais le début de quelque chose de plus complexe et difficile. Nicolas, le cœur serré par l'incertitude, se tourna vers elle et demanda. « Il va aller bien ?» Eduarda secoua la tête avec un regard d'incertitude et de tristesse. « Je ne sais pas, » répondit-elle, la voix pleine de découragement et de préoccupation. Nicolas sentit un poids dans son estomac en entendant la réponse. Il savait que, bien que la réunion avec la famille de Fabio ait été un soulagement, la situation était loin d'être résolue. La tension entre le désir d'aider et la réalité cruelle des défis à venir laissait un sentiment d'inquiétude dans l'air. Alors que l'hélicoptère disparaissait, Nicolas et Eduarda se retrouvèrent dans un silence lourd. Tous deux étaient conscients que le voyage de Fabio était loin d'être terminé, et l'incertitude de l'avenir planait sur eux comme un nuage sombre. Eduarda, encore chargée de préoccupation et de soulagement pour la récente découverte de son grand-père, demanda à Nicolas comment il avait trouvé Fabio. Le jeune homme expliqua en détail ce qui s'était passé, depuis le moment où il avait trouvé le vieil homme désorienté dans le champ, jusqu'au défi rencontré pour prendre soin de lui et enfin la visite inattendue de la fille de Fabio. Lorsqu'Eduarda entendit l'explication complète, un regard de compréhension commença à se former sur son visage. Elle marqua une pause, comme si elle organisait ses pensées avant de révéler la vérité sur Fabio. Maintenant, tout a plus de sens, commença-t-elle, avec un ton qui mélangeait soulagement et tristesse. Mon grand-père était un homme à succès. C'était un riche entrepreneur, connu dans toute la région pour son influence et les affaires prospères qu'il dirigeait. Eduarda baissa les yeux un moment, comme si elle revivait des souvenirs douloureux, avant de continuer. Cependant, il y a quelques années, Fabio a commencé à montrer des signes de démence et d'oubli. Son état s'est progressivement aggravé. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai constaté qu'il avait disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de quoi que ce soit d'inhabituel. Les heures passèrent, et il ne réapparaissait pas. Ma mère et moi, désespérés, avons commencé à le chercher partout dans la ville. Elle marqua une pause, le regard lointain et mélancolique. Nous avons appelé à l'aide,
contacté la police et même les médias, mais les recherches n'ont pas été très productives. Mon père, Estevão, qui aurait dû être à mes côtés dans ce moment de crise, semblait ne pas se soucier du disparu. En fait, il se montrait de plus en plus indifférent, comme si la disparition de son père ne le concernait pas. Eduarda secoua la tête, le découragement évident dans son geste. La vérité est que, pendant que ma mère et moi étions dévastés et faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour le retrouver, Estevão était plus préoccupé par les affaires et le contrôle des biens de mon père. Quand nous avons enfin réussi à obtenir l'aide des autorités, il était déjà trop tard. Fabio semblait avoir disparu sans laisser de traces. Nicolas écouta attentivement, comprenant maintenant la profondeur de la situation impliquant Fabio et sa famille. Il réalisa que ce qui semblait être une simple recherche d'un vieil homme disparu avait des racines beaucoup plus profondes et complexes. Eduarda, visiblement fatiguée et émue, continua. Mon père a vu la situation de Fabio comme une opportunité. Avec la démence et la confusion qu'il causait, Estevão a pu se débarrasser de lui et s'approprier toute la fortune. Il a payé quelqu'un pour s'occuper de Fabio et le garder caché, loin de notre vue. C'était le dernier acte de mon père avant que j'ai le courage de partir et de recommencer ma vie loin de cet environnement toxique. Nicolas, choqué par la révélation, sentit un poids supplémentaire sur ses épaules. La situation était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Il regarda Eduarda, qui luttait pour contenir ses larmes. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je dois te remercier, Nicolas. Sans ton aide, je ne sais pas ce qui serait arrivé à mon grand-père. S'il n'avait pas été retrouvé à temps, la situation aurait pu être encore pire. Nicolas, touché par la sincérité et la douleur d'Eduarda, répondit. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Mais maintenant, nous devons veiller à ce que Fabio soit en sécurité et bien soigné. La conversation entre eux apporta un nouveau sens de l'urgence et du but. Tous deux étaient déterminés à affronter les défis à venir et à protéger Fabio de tout préjudice supplémentaire. Ils savaient qu'il restait encore beaucoup à faire, mais au moins, la vérité commençait à émerger, avec elle. L'espoir d'un avenir plus juste et sécurisé pour le vieil homme. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, et alors qu'Eduarda luttait pour trouver des indices sur le lieu où se trouvait son grand-père, Estevão semblait vivre une période de prospérité et de satisfaction. À chaque nouvelle avancée dans les affaires et la vie personnelle, l'éclat dans les yeux d'Estevão s'intensifiait, comme si son bonheur était directement lié à la disparition de Fabio. Tout ce qui appartenait à Fabio était désormais contrôlé par Estevão. Les entreprises, les propriétés, les investissements accumulés au fil des années de travail acharné avaient été transférés au nom d'Estevão. Le changement de statut d'Estevão était évident pour tous, et il se présentait comme un homme de grand succès et d'influence, affichant fréquemment son nouveau style de vie. Eduarda, quant à elle, était confrontée à une réalité totalement différente. La recherche incessante de son grand-père était devenue sa mission principale. Elle investissait toute son énergie et ses ressources dans des enquêtes, consultait des détectives privés et utilisait même ses réseaux sociaux pour diffuser des informations dans l'espoir de trouver quelqu'un ayant vu Fabio. Bien qu'elle ne trouvât pas beaucoup d'indices, sa détermination restait intacte. Elle était prête à aller aux confins du monde si nécessaire pour ramener Fabio. Pendant ce temps, la vie continuait pour Estevão. Il semblait indifférent à la quête de sa fille et à la douleur que son comportement causait. Son indifférence était camouflée par la façade de succès qu'il maintenait. Lors des événements sociaux, il mentionnait souvent à quel point il était heureux et satisfait de sa vie, sans jamais évoquer la disparition de son père. Son comportement était l'expression du froid calculé de quelqu'un qui se souciait peu des conséquences de ses actes. Le temps continua de passer, et avec lui, la douleur et la frustration d'Eduarda augmentaient. 6 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Fabio, et la douleur de ne pas savoir ce qui lui était arrivé ne diminuait jamais. La quête incessante et les difficultés rencontrées avaient éloigné Eduarda des personnes autour d'elle. Sa vie personnelle et professionnelle avait été sévèrement affectée par la
Recherche et la lutte constante pour surmonter la trahison de son père. Eduarda n'avait pas beaucoup de résultats à montrer pour ses efforts, mais sa résilience était remarquable. Elle était devenue une figure de détermination et de courage, malgré les adversités. Chaque fausse piste et chaque obstacle renforçait seulement son désir de retrouver son grand-père et de rendre justice. Elle sentait une immense responsabilité sur ses épaules, non seulement pour son grand-père, mais aussi pour l'héritage de dignité et d'intégrité qu'elle souhaitait préserver. Les mois et les années passèrent, mais l'espoir d'Eduarda ne s'épuisait jamais complètement. Elle continuait à chercher, croyant toujours que, d'une manière ou d'une autre, la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Fabio attendait encore d'être découverte. L'histoire de Fabio et Eduarda était loin d'être résolue, et le poids des actions d'Estevão planait encore sur tous les concernés, telle une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Eduarda décida de quitter sa maison et la relation avec son père derrière elle. N'ayant plus rien à perdre, elle partit en emportant seulement les vêtements qu'elle portait et une petite somme d'argent qu'elle avait réussi à économiser. La douleur de l'éloignement et la détermination à retrouver son grand-père impulsèrent sa décision de chercher un nouveau départ. Elle s'installa dans une nouvelle ville, où elle trouva un emploi comme professeur d'anglais dans une école locale. Le changement d'environnement était un soulagement pour Eduarda, car il offrait un refuge à la douleur et à la frustration constante qu'elle ressentait en raison de la disparition de Fabio. La routine à l'école l'aidait à distraire son esprit et à lui donner un but, tout en lui permettant de se soutenir et de trouver un nouveau sens dans sa vie. Le travail de professeur était exigeant et gratifiant. Eduarda se consacrait pleinement à ses élèves, profitant de l'opportunité pour se réinventer et reconstruire sa vie. Bien qu'elle fût éloignée de sa famille et de son passé douloureux, le fait d'être dans un environnement où elle pouvait faire une différence lui apportait un certain réconfort. Cependant, l'angoisse concernant le sort de son grand-père ne la quittait jamais. Chaque fois qu'elle pensait à Fabio, le soupçon que son père ait quelque chose à voir avec la disparition était toujours présent. Elle s'impliquait dans sa nouvelle vie, se forgeant de nouvelles amitiés et établissant un réseau de soutien pour l'aider à faire face au traumatisme passé. Cependant, le sentiment d'injustice persistait. Eduarda restait attentive à toute nouvelle ou piste concernant son grand-père. Elle tentait également de contacter d'autres personnes, explorer différentes approches et enquêter sur toute possibilité pouvant mener à la découverte de Fabio. Le désir de prouver que Estevão était impliqué dans la situation ne la quittait pas. Pendant ce temps, Estevão poursuivait sa vie d'apparente réussite et de prospérité. Son objectif était entièrement tourné vers l'accumulation de richesses et de pouvoir, et l'absence de Fabio ne faisait qu'atténuer ses préoccupations financières. La disparition de son père lui avait permis de prendre le contrôle total des biens et des entreprises qui appartenaient auparavant à Fabio, et Estevão semblait vivre le summum de son succès. Son indifférence à la douleur et à la souffrance causée par ses actions était évidente dans son comportement. L'éloignement d'Eduarda et le ressentiment qu'elle ressentait n'affectaient pas sa vie, tant qu'il continuait à profiter de l'argent et du statut qu'il avait acquis. Le bonheur d'Estevão était directement lié à sa richesse et au contrôle qu'il exerçait sur la vie des autres. La préoccupation concernant la disparition de son père n'avait jamais eu sa place dans sa vie. Il se entourait de personnes qui admiraient son succès et le voyaient comme un exemple d'accomplissement et de pouvoir. L'indifférence qu'il montrait face à la souffrance de sa propre fille et à la disparition de son père était un reflet de sa nature calculatrice et égoïste. Eduarda, pour sa part, restait ferme dans son combat, même si les jours passaient et que l'épreuve restait rare. Elle recherchait la justice non seulement pour Fabio, mais aussi pour elle-même et pour ce qu'elle croyait être juste. La quête de la vérité et l'espoir de résoudre le mystère entourant la disparition de son grand-père était le carburant qui la faisait avancer. Le passé et la trahison de son père n'avaient jamais été oubliés, et son voyage de rédemption et de découverte se poursuivait, guidé par la foi que, un jour, la vérité émergerait. Eduarda était déterminée à en savoir plus sur ce qui était réellement arrivé à son grand-père et cherchait toutes les pistes qu'elle pouvait trouver. Avec cela en tête, elle demanda à Nicolas de partager chaque détail de la rencontre avec Fabio. Nicolas,
encore ébranlé par l'expérience, commença à relater avec précision tout ce dont il se souvenait. Il décrivit comment il avait trouvé Monsieur Fabio dans le champ, perdu et désorienté, et comment, en le ramenant chez lui, il avait remarqué que le vieil homme avait les pieds blessés et était très faible. Il montra à Eduarda la boîte de médicaments que Fabio avait avec lui, mais qu'il avait hésité à utiliser en raison du manque d'informations sur le médicament. En voyant les médicaments, Eduarda devint visiblement agitée. Elle reconnut immédiatement le médicament, un type de tranquillisant puissant que Fabio utilisait depuis des années. Le visage d'Eduarda révéla un mélange de soulagement et d'angoisse. Ce sont les mêmes tranquillisants que mon père utilisait pour garder mon grand-père allongé. Il les utilisait pour s'assurer que Fabio restait inactif, sans la moindre réaction pendant la journée, expliqua-t-elle, la voix tremblante à la révélation. Eduarda commença à faire le lien entre les éléments et les détails qui jusque-là semblaient déconnectés. L'utilisation de ces tranquillisants n'était pas simplement une mesure pour contrôler le comportement de Fabio, mais semblait faire partie d'un plan plus vaste pour le maintenir sous contrôle et éviter qu'il interfère avec les plans d'Estevao. La situation devenait plus claire, même dans son état de santé fragile. Fabio pouvait représenter une menace pour le pouvoir et le contrôle d'Estevao, et l'utilisation des médicaments avait pour but de garantir qu'il reste incapable de parler ou de bouger. Elle commença à imaginer ce qui d'autre aurait pu se passer si les médicaments faisaient partie du plan. Pour éloigner Fabio, cela impliquait un niveau de manipulation et de cruauté qui dépassait ce qu'elle avait imaginé. Eduarda se demandait s'il y avait d'autres aspects de cette intrigue qui n'avaient pas encore été révélés. La frustration et la tristesse qu'elle ressentait face à l'ampleur de la manipulation de son père était immense. Avec ces nouvelles informations, Eduarda se sentit encore plus motivée à retrouver Fabio et à lui rendre justice. Le fait que son père ait été responsable de maintenir son grand-père dans un état de dépendance, en utilisant des médicaments pour le garder passif, confirmait ses soupçons et lui donnait un nouvel élan pour sa recherche. Elle savait qu'elle devait enquêter plus en profondeur et peut-être rassembler plus de preuves qui pourraient révéler toute la vérité et exposer les actions d'Estevao. Nicolas, touché par la détermination d'Eduarda, décida de l'aider du mieux qu'il pouvait. Il offrit toute l'assistance nécessaire pour rechercher des informations supplémentaires et examiner tout autre détail qui aurait pu être négligé. La collaboration entre eux semblait être la clé pour résoudre le mystère et peut-être trouver un moyen de confronter Estevao et de rendre justice pour Fabio. Eduarda et Nicolas commencèrent à planifier leurs prochaines actions, déterminés à dévoiler la vérité et à mettre au jour les injustices qui avaient été commises. Ils savaient que le chemin à suivre serait difficile et rempli de défis, mais la quête de la vérité et la nécessité de justice leur donnaient la force nécessaire pour continuer. Eduarda et Nicolas arrivèrent à l'asile, un bâtiment ancien et imposant qui dégageait une sensation de tranquillité au milieu du tumulte de la situation. L'endroit semblait bien entretenu, avec des jardins soigneusement taillés et une atmosphère sereine. Dès leur arrivée, ils furent accueillis par une employée. À la réception, Eduarda se présenta et demanda s'il y avait un enregistrement d'un certain monsieur Fabio à l'asile. L'employée, avec un regard prudent, informa qu'elle ne pouvait fournir d'informations sur les résidents, à moins que les demandeurs soient des membres de la famille directe. La réponse laissa Eduarda et Nicolas frustrés, car ils cherchaient toute piste qui pourrait les mener à la localisation de Fabio. En quittant l'asile, Eduarda et Nicolas étaient découragés, mais la chance semblait être de leur côté. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Eduarda remarqua un homme qui parlait avec un des employés de l'asile. L'homme semblait familier, et un sentiment de reconnaissance envahit Eduarda. « Nicolas, tu vois cet homme ?» demanda Eduarda, avec une voix chargée de préoccupation et de curiosité. « Il me semble familier. » Nicolas regarda dans la direction qu'elle indiquait et vit l'homme. Il remarqua également qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la situation. Au début, il ne pouvait pas se souvenir d'où il l'avait vu auparavant, mais l'expression sur le visage d'Eduarda indiquait qu'elle était certaine de le connaître. Eduarda se souvint alors d'un détail crucial. Des années auparavant, lorsque son grand-père Fabio commença à montrer des signes de démence, la famille avait engagé un soignant pour l'aider. Ce
Soignant était un homme d'âge moyen, avec une posture ferme et un regard qui semblait toujours évaluer la situation autour. Le même type de regard qu'elle voyait chez l'homme devant elle. Cet homme, commença Eduarda, les yeux fixés sur la silhouette qui se dirigeait maintenant vers le parking. C'était le soignant que nous avions engagé pour mon grand-père lorsque sa situation a commencé à se détériorer. La pensée que cet homme pourrait avoir un lien avec la disparition de Fabio fit augmenter l'anxiété d'Eduarda. Ils se rapprochèrent de l'homme et, avec un mélange de prudence et de détermination, Eduarda l'aborda. « Excusez-moi, monsieur. Je ne peux m'empêcher de noter que vous me semblez familier. Avez-vous travaillé auparavant comme soignant ?» demanda Eduarda, essayant de garder son calme. L'homme, d'abord surpris, tenta de cacher sa réaction. Il regarda Eduarda et Nicolas avec un air de perplexité et, ensuite, essaya de détourner le regard. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'homme répondit évasivement, faisant quelques pas en arrière. Eduarda sentit qu'elle était proche de quelque chose de significatif. Son intuition lui disait qu'il y avait un lien entre cet homme et la disparition de Fabio. Elle essaya d'obtenir plus d'informations, mais l'homme essayait clairement de se dérober. Nicolas, percevant la tension croissante, intervint pour aider. Il essaya de calmer Eduarda et de gérer la situation, mais l'homme s'éloignait déjà rapidement. Avant qu'il ne puisse faire quelque chose, il monta dans sa voiture et quitta le parking à toute vitesse. De retour dans la voiture, Eduarda et Nicolas étaient encore plus déterminés à découvrir la vérité. La découverte que l'homme avait un lien direct avec le passé de Fabio fournissait une nouvelle piste cruciale. Maintenant, ils devaient enquêter plus en profondeur et découvrir la véritable relation de cet homme avec la disparition du grand-père d'Eduarda. La frustration se transforma en une nouvelle force motrice. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement pour empêcher l'homme de s'échapper et pour assembler les pièces finales du puzzle. La quête de justice et de vérité devenait de plus en plus intense, et la connexion avec le passé de Fabio semblait être la clé pour résoudre le mystère. Après la rencontre avec l'ex-soignant, Eduarda et Nicolas ressentirent l'urgence d'agir pour aider Fabio. Tous deux étaient motivés, mais se sentaient impuissants face à la complexité de la situation. Eduarda laissa Nicolas chez lui et décida d'aller personnellement visiter l'asile, dans l'espoir de trouver un moyen d'aider son grand-père. Alors qu'Eduarda se préparait pour la visite, Nicolas retourna à sa routine dans le champ, mais l'inquiétude pour Fabio et la situation d'Eduarda le suivaient constamment. Il savait que son rôle dans la résolution du problème était limité, mais il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour soutenir Eduarda et trouver une solution. À son arrivée à l'asile, Eduarda trouva Fabio dans un état encore plus affaibli que prévu. Le vieil homme semblait constamment somnolent et désorienté, résultat évident d'un usage excessif de médicaments. Elle essaya d'interagir avec lui de manière douce, en parlant et en faisant tout son possible pour le sortir de l'état léthargique dans lequel il se trouvait. Fabio, cependant, avait du mal à reconnaître sa petite fille et semblait confus et distant. « Grand-père, c'est moi, Eduarda, disait-elle, essayant d'obtenir une réponse. « Je suis ici pour t'aider. » La frustration d'Eduarda grandissait à mesure qu'elle réalisait qu'en dépit de ses efforts, Fabio était presque incontactable en raison de la sédation. Elle parla avec les employés de l'asile et essaya d'obtenir des informations sur le traitement de son grand-père, mais rencontra de la résistance. Les employés, craignant des représailles ou des complications, étaient réticents à fournir des détails. Eduarda était également consciente que son père, Estevao, utilisait son influence pour maintenir Fabio sous sédation et l'éloigner de toute situation qui pourrait entraîner des complications juridiques. L'influence d'Estevao dans la société était considérable, et son argent semblait avoir du pouvoir jusque sur la police et d'autres autorités locales. La situation devenait de plus en plus désespérée. Eduarda et Nicolas restaient en contact constant. Chaque fois qu'elle réussissait à rendre visite à Fabio, elle mettait Nicolas au courant de l'état de son grand-père et de toute nouvelle information. Elle relatait comment le traitement affectait Fabio et les difficultés qu'elle rencontrait pour changer la situation. Nicolas, la situation empire, disait Eduarda lors d'un des appels. Mon père maintient le
Grand-père dans un état de quasi-coma tout le temps. J'essaie de trouver du soutien, mais c'est très difficile. Même la police ne peut pas faire grand-chose sans preuve concrète. Nicolas, bien que distant, essayait d'aider de toutes les manières possibles. Il commença à rechercher des informations sur les lois et règlements concernant le traitement des personnes dans les maisons de retraite, tentant de trouver une faille légale qui pourrait être utilisée pour aider Fabio. Il cherchait également du soutien auprès d'organisations pour les droits des personnes âgées et tentait de rassembler le maximum de preuves sur la situation pour aider Eduarda à faire la dénonciation appropriée. Pendant ce temps, Eduarda cherchait des alternatives et tentait de recueillir des preuves d'abus et de négligence. Elle interrogea d'autres résidents et employés qui auraient pu être témoins du comportement d'Estevão et de l'état de Fabio. Malheureusement, beaucoup étaient réticents à parler, en raison du pouvoir et de l'influence du père d'Eduarda. À chaque visite, Eduarda se sentait plus déterminée, mais aussi plus épuisée. La réalité de lutter contre un système corrompu et une figure puissante était écrasante. Cependant, l'amour et la préoccupation pour son grand-père la gardaient motivée. Elle savait qu'elle avait besoin de plus de preuves et de plus d'alliés pour lutter contre le pouvoir que Estevão exerçait. Eduarda continua à visiter Fabio chaque fois qu'elle le pouvait, toujours à la recherche d'un signe qu'il pourrait se rétablir ou d'un moyen de révéler la vérité. Elle savait que la situation de Fabio dépendait de sa persévérance et de la collaboration de personnes prêtes à aider dans la lutte contre l'injustice. Le chemin était incertain et difficile, mais Eduarda était déterminée à se battre jusqu'au bout pour garantir que son grand-père reçoive les soins et la liberté qu'il méritait. Avec un plan désespéré en tête, Eduarda savait qu'elle devait agir rapidement. Elle se rappela des conversations et des informations qu'elle avait collectées et décida que la seule façon d'aider Fabio était de confronter Estevão directement. L'idée était de provoquer une réaction qui pourrait mener à une révélation, même sans preuve concrète. Elle appela Nicolas pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour affronter Estevão. Tous deux étaient conscients des risques, mais déterminés à faire ce qu'il fallait pour libérer Fabio. Nicolas était nerveux, mais la détermination d'Eduarda l'inspirait à agir. Ils se préparèrent pour une visite à la maison d'Estevão, espérant obtenir une réponse sur le sort de Fabio. À leur arrivée dans la somptueuse demeure, Eduarda et Nicolas furent accueillis par un majordome qui les conduisit au bureau d'Estevão. L'environnement luxueux contrastait fortement avec la situation désespérée dans laquelle se trouvait Fabio. Lorsqu'Estevão entra dans la pièce, il les salua avec un sourire glacial, clairement à l'aise dans sa richesse et son pouvoir. « Que vous amène ici ?» demanda Estevão avec une expression de mépris. Eduarda et Nicolas échangèrent un regard, et Eduarda, prenant une grande respiration, décida de commencer la conversation. « Monsieur Estevão, nous sommes venus discuter de quelque chose de très sérieux, dit Eduarda, essayant de maintenir son calme. Récemment, nous avons découvert certaines informations qui pourraient vous mettre dans une situation difficile. » Estevão haussait un sourcil, visiblement intéressé et un peu méfiant. « Quel genre d'informations ?» demanda-t-il. Eduarda sortit quelques papiers de son sac, des documents qu'elle avait préparés dans le cadre de son plan. Elle les posa sur la table en veillant à ce que Estevão puisse les voir, sans qu'il puisse vraiment lire le contenu. Elle essayait simplement de créer une impression convaincante. « Ces documents prouvent que vous avez collaboré pour maintenir mon grand-père dans une situation d'abus et de négligence, dit Eduarda, essayant d'être aussi convaincante que possible. Si nous n'agissons pas maintenant, tous ces documents seront remis aux autorités. Estevão regarda les papiers avec une expression de dédain, mais ne sembla pas perturbé. Au lieu de nier ou de se défendre, il commença à rire, un rire froid et acerbe. Intéressant, dit Estevão en riant encore. Et vous pensez vraiment que cela m'intimidera ? Eduarda et Nicolas étaient surpris. Le plan était en train de s'effondrer, mais Eduarda décida de continuer, en le pressant. Nous savons que vous avez tout contrôlé, y compris le soignant de l'asile. Et nous savons que vous avez payé très bien pour maintenir Fabio sous contrôle. Estevão cessa de rire, et son regard devint plus sérieux. Il regarda Eduarda avec une expression de
résignation. Vous avez raison, dit-il finalement, la voix plus grave. J'ai payé le soignant pour m'assurer qu'il reste hors de vue. Je ne voulais pas que mon père gêne mes plans et l'administration de l'entreprise. Eduarda fut choquée en entendant les mots de son père. Le poids des confessions d'Estevao s'abattit sur elle comme une vague. Nicolas, à ses côtés, était également stupéfait, mais essaya de rester concentré. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda Eduarda, la voix tremblante. « C'était votre père. » « C'était un obstacle, répondit Estevao avec une froideur calculée. L'entreprise et l'argent étaient plus importants. Je ne voulais pas qu'il interfère dans ma vie ou dans mes décisions. Eduarda ressentit une vague de révolte et de tristesse, mais se força à garder son calme. Vous allez payer pour cela, Estevao. Que ce soit par la justice ou par le moyen que nous trouverons. Pour exposer votre cruauté. Estevao ne sembla pas très inquiet par la menace. Il se leva de sa chaise et, d'un geste indifférent, indiqua que la conversation était terminée. Faites ce que vous voulez, dit-il. Mais j'ai les ressources pour gérer tout ce que vous essayez. Eduarda et Nicolas quittèrent la maison avec un sentiment de défaite, mais aussi avec une détermination renouvelée. Bien que la conversation avec Estevao n'ait pas produit l'effet désiré, la confirmation de sa cruauté leur donnait une base pour rechercher la justice. Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen d'agir légalement et d'exposer ce qu'ils avaient découvert, malgré les défis qui les attendaient encore. En rentrant, Eduarda était plus déterminée que jamais à garantir que Fabio reçoive l'aide et la justice qu'il méritait. Nicolas, bien que épuisé, était également plus engagé à aider Eduarda à affronter le puissant ennemi qu'il combattait. Il savait que la lutte était loin d'être terminée, mais il était prêt à continuer la bataille pour la vérité et la justice. Lorsque l'état de santé de Fabio commença à se détériorer et qu'il montra des signes de démence, Estevao y vit une opportunité de se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. L'objectif d'Estevao était clair, éliminer son père de l'équation et prendre le contrôle total des entreprises et de la vaste fortune familiale. Avec l'aide d'un soignant corrompu, il réussit à manipuler la situation pour que Fabio soit retiré de sa maison et emmené dans un endroit éloigné, où personne ne pourrait le retrouver. Estevao paya le soignant pour transporter Fabio dans une ville lointaine, où il fut placé dans une maison de retraite située non loin de chez Nicolas. Pendant 6 longues années, Fabio resta confiné là-bas, vivant dans un environnement où sa présence n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. La vie dans la maison de retraite, marquée par la négligence et le manque de stimulation, fit que Fabio oublia même son identité. Sa mémoire se dégrada progressivement jusqu'à ce qu'il ne se souvienne de rien, même plus de qui il était. Le destin, cependant, joua un rôle inattendu dans l'histoire. Un jour, Fabio réussit à s'échapper de la maison de retraite, bien qu'il ne sache pas où il allait. Il erra sans but pendant des heures, perdu et confus, jusqu'à ce qu'il soit finalement trouvé par Nicolas, qui se rendait au travail et tomba sur l'homme dans un état de désespoir et de faiblesse. Nicolas et Eduarda, avec les informations qu'ils avaient rassemblées, réussirent à localiser le vieil homme et à assurer son bien-être. Lorsqu'ils confrontèrent Estevao au sujet de la situation, l'homme ne tenta pas de cacher la vérité. Il savait que son pouvoir et son influence lui donnaient un avantage considérable et était prêt à utiliser cet avantage pour écarter toute menace. Avec une froideur calculée, Estevao s'adressa à Eduarda et Nicolas. Je sais que vous n'avez pas suffisamment de preuves pour m'accuser, mais je m'en fiche vraiment, dit Estevao avec un ton de mépris. Emmenez cet homme, je ne veux plus le voir ici. Je n'ai pas à me soucier des conséquences, car j'ai assez d'argent et de pouvoir pour rester à l'écart des ennuis. Emmenez-le et sortez d'ici. Sans hésiter, Nicolas et Eduarda retirèrent Fabio de la maison d'Estevao. Avec le vieil homme enfin libéré de l'oppression et des abus, Eduarda le ramena chez elle. Bien que la mémoire de Fabio ne fût plus comme avant, et qu'il continua à lutter pour récupérer des fragments de son passé, il commença à se reconnecter avec sa petite fille. Eduarda fit tout son possible pour offrir à Fabio un environnement chaleureux et réconfortant, et il commença à reconnaître Eduarda comme sa petite fille, se sentant plus en sécurité et aimé.
Nicolas, qui s'était profondément impliqué dans la vie d'Eduarda et dans sa quête de justice, commença à visiter régulièrement la maison d'Eduarda. La proximité et le soutien mutuel durant cette période difficile permirent de tisser un lien spécial entre lui et Eduarda. Le lien qui avait commencé comme un partenariat en quête de justice et de guérison évolua en quelque chose de plus profond, et une romance commença à s'épanouir entre eux. À mesure que la vie de Fabio se stabilisait et qu'il commençait à se rétablir émotionnellement, Eduarda et Nicolas trouvèrent du réconfort et de la joie l'un dans l'autre. Ensemble, ils affrontèrent les adversités et trouvèrent une forme de bonheur, unissant leur vie tout en continuant à prendre soin de Fabio dans sa quête pour reconstruire ce qu'il restait de sa mémoire et de son identité. Un jour, Eduarda et Nicolas décidèrent de profiter d'une promenade en voiture pour se détendre. Pendant le trajet, ils passèrent devant le centre commercial en construction et remarquèrent quelque chose de surprenant, la construction était arrêtée, avec de grandes pancartes de « interdit » visibles de tous les côtés. Donc, cette entreprise qui construit le centre commercial est celle de mon père, commenta Eduarda, avec une expression de curiosité mêlée de préoccupation. Que s'est-il passé? L'inquiétude conduisit le couple directement au bureau d'Estevao, situé dans une zone commerciale de la ville. À leur arrivée, ils trouvèrent les lieux complètement vides. Le bâtiment affichait une pancarte à louer à l'entrée, et l'intérieur semblait abandonné, avec des meubles et des équipements retirés. Ne parvenant pas à obtenir de réponse au bureau, ils rentrèrent chez eux et allumèrent la télévision pour suivre les nouvelles. La vérité se révéla dans les reportages, l'entreprise d'Estevao avait fait faillite. Les reportages détaillaient comment tous les biens de l'entrepreneur avaient été saisis pour couvrir les impayés et les dettes accumulées durant les années où il avait contrôlé l'entreprise. La chute drastique d'Estevao, d'un entrepreneur prospère à quelqu'un sans ressources, fut largement couverte, mais son emplacement actuel demeurait un mystère. Déterminée à retrouver son père, Eduarda chercha toute piste sur sa localisation. Elle se rendit dans tous les endroits qu'elle pouvait imaginer, mais Estevao était introuvable, sans laisser de traces. Cependant, c'était exactement ce que Estevao voulait. Après la faillite, il était devenu un homme qui se cachait de tous les regards publics. En réalité, Estevao s'était retiré dans une petite maison d'une pièce dans une zone moins accessible de la ville. La vie là-bas était simple et discrète, contrastant de manière drastique avec le luxe et l'opulence qu'il avait connu. Son nouvel emploi était dans un modeste snack, où il travaillait à frémir des hamburgers et à s'occuper d'une petite cuisine. Bien que le travail fût honnête et digne, pour un homme qui avait autrefois eu le monde à ses pieds, c'était un emploi qui lui causait un profond sentiment de honte et de défaite. Estevao évitait au maximum tout contact avec le passé et, surtout, avec ceux qui pourraient reconnaître sa condition actuelle. Il vivait dans un état d'auto-imposition, essayant d'échapper à la douleur et à la gêne que sa chute du pouvoir avait apporté. Chaque jour au snack était un rappel de sa perte, et il ne voulait pas que quelqu'un sache où il se trouvait réellement. Ainsi, il se cachait du monde, menant une vie recluse et solitaire, loin des regards critiques et des souvenirs de son ancienne vie de succès.